beaucoup de travailleurs. Hein. Lorsqu'on écoute et qu'on tient compte des statistiques, il semblerait que 50% ou plus des travailleurs estiment qu'ils ont perdu du sens ou le sens de ce qu'ils font. C'est énorme. C'est beaucoup et ça correspond quand même un petit peu à ce que l'on voit en pratique. Moi, je suis praticien, donc je vois des gens qui se plaignent beaucoup de cette perte de sens. D'accord. Et il y a quelque chose en commun parmi tous ces gens qui se plaignent? Est-ce que c'est l'évolution des pratiques de travail qui amène ça ou pas? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de l'évolution des pratiques de travail. Vous me tendez la main pour dire open space, mais Oui. je pourrais dire d'autres choses. Il me semble Allez-y. tout ce qui va considérer, enfin, se rapprocher du numérique, déshumaniser la relation, isoler les gens. L'open space, c'est le contraire. Hein. Eh ben non. Justement, c'est ça qui paraît paradoxal. Lorsque les gens en parlent, on a l'impression qu'ils sont dans leur coquille, que ceux d'à côté n'existent pas et qu'il y a beaucoup moins de liens avec l'extérieur. Du coup, est-ce qu'on peut tomber effectivement malade de cette perte de sens? Alors, quand on tombe malade de cette perte de sens, on appelle ça du brown-out, c'est-à-dire qui signifie extinction des feux, enfin globalement en anglais, et ça veut dire que l'on perd la lumière de son travail. On est dans le noir, quoi. C'est un blackout, et les gens font l'équivalent d'un burn-out, mais d'une cause autre, puisque c'est la perte de sens. Ça n'est pas le surmenage. Oui, alors justement, comment ils s'en rendent compte? Ah bah, avec le temps qui passe, avec la lassitude, et ils s'en rendent compte parce qu'ils ont des signes pathologiques, notamment des signes dépressifs. Oui. Et dépressifs, comme c'est décrit dans les manuels de psychiatrie, sauf que cette fois-ci c'est centré sur la perte de sens, et c'est assez curieux pour un médecin de voir que ces maladies de l'esprit, on dira, donnent un certain nombre de signes physiques qui sont un peu toujours les mêmes et qui sont inquiétants pour la société. Julia de Funès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes auteur de plusieurs livres, mais en tout cas déjà de La vie de bureau ou Comment je suis tombée en absurdie, c'est chez J'ai lu. C'est un voyage philosophique plein d'humour dans le monde des affaires. Est-ce que vous avez aussi constaté que la tendance générale est au changement de la façon dont on travaille? C'est global, ça? Ah oui, global, que ce soit dans les PME ou dans les plus grosses entreprises, il y a un changement, même dans l'immobilier de bureau. Les technopoles changent complètement, ils se ressemblent tous d'ailleurs, ils sont très beaux, mais on rentre chez BNP, comme on rentre chez Orange, comme on rentre chez Deloitte, comme chez Accenture, ils suivent une norme comportementale, une norme immobilière, une norme langagière, simplement juste sur la perte de sens. Et sur l'open space, effectivement, ça avait été fait pour favoriser les relations, pour mettre tout le monde ensemble, mais résultat, on est à côté de ses collaborateurs, donc on n'ose même plus parler, donc on chuchote et on préfère envoyer un mail à la personne qui est à 3 mètres, parce que ça facilite les choses. Et sur la perte de sens, je trouve qu'une des explications parmi d'autres, c'est que les métiers se sont énormément technicisés. Pour que les entreprises demeurent économiquement, les métiers se sont technicisés, sont devenus des techniques. Et aujourd'hui, les gens en entreprise, rien que l'intitulé des postes de fonction sont très parlants. On rencontre des coordinateurs de flux transverses. On ne voit pas le sens Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est parmi d'autres. Oui. Mais on ne voit pas ce que font les gens. Et les gens souffrent de ne pas voir la réalisation concrète de ce qu'ils font parce que leur métier est devenu très technique. Et une technique, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Et c'est ce qui explique aussi le phénomène où beaucoup de gens très diplômés, qui ont des très belles fonctions, quittent tout pour faire à chaque fois un métier manuel ou relationnel, pour voir un peu la réalisation de ce qu'ils font et se densifier en réalisant quelque chose de concret. Mais du coup, on peut se dire quand même que c'est assez générationnel. Je ne crois pas, parce qu'il y a dans le phénomène que je décris là, des gens de 40 ans, 50 ans, qui sont centraliens, polytechniciens, font quittent tout pour passer à un CAP boulangerie, par exemple. Et pour mettre les mains dans le cambouis, en fait, en gros. Pour avoir affaire à de la matière, le cambouis, c'est aussi à réaliser quelque chose pour que le travail soit vraiment une praxis, c'est pas simplement une activité mécanique qui se répète sur elle-même et que ça ait un sens. Mais c'est vraiment... Vous l'analysez comme une perte d'intérêt pour le travail? Non, c'est pas une perte d'intérêt parce qu'il y a toujours l'intérêt de gagner un salaire, d'appartenir à une entreprise. C'est un problème concret, c'est-à-dire on ne voit plus ce à quoi on contribue. On est un maillon très utile. Le sens, c'est pas l'utilité. On est un maillon très utile, mais dans un enchaînement beaucoup plus global qui est dont on ne voit absolument pas la finalité. Et si la finalité, c'est juste d'être économiquement performant, ça ne motive plus assez les gens d'appartenir à un groupe économiquement performant. C'est plus ce qui donne du sens
sens aux collaborateurs. Et en même temps, c'est difficile de se passer de ces métiers hyper techniques. On ne peut pas s'en passer, c'est une nécessité, mais c'est plus suffisant. Et si on parle des générations X, Y et Z maintenant, appartenir à un groupe qui performe, c'est plus du tout une finalité en soi. Il faut un sens autre, une extériorité. C'est comme ça qu'on définit le sens, trouver quelque chose d'autre. Et ça peut être un sens environnemental, humanitaire, sanitaire. On le voit d'ailleurs à travers votre reportage. Il y a d'autres finalités que la raison purement économique du métier. Luce Janin de Villars, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, coach en entreprise. Des salariés que vous voyez, ils veulent quoi aujourd'hui ? Alors, ils ne veulent pas forcément réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un très bon salaire, une maison de campagne, 3 voitures. Ils veulent réussir leur vie. C'est pas tout à fait... pas tout à fait la même chose et ça reboucle en effet sur la question du sens. Ils veulent à la fois concilier des valeurs émotionnelles, affectives, spirituelles, tout à fait en dehors du religieux, pas forcément religieuses, des valeurs spirituelles qui leur permettent de s'identifier dans le travail, parce qu'on a besoin du travail, pas seulement pour gagner des sous, mais parce que ça nous donne une place, une force, une image. Si on prend quelqu'un dans une réunion en ville et qu'on dit à chacun, à cette personne, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ça valorise quand même le travail, ça donne de l'estime. C'est pas forcément valorisant. Ce qui est valorisant, c'est d'avoir un poste, c'est d'avoir un nom, c'est pouvoir s'identifier, se formaliser, avoir une représentation sociale grâce au travail. Et j'ai rebondi là très vite, je ne voulais pas répondre tout de suite sur l'open space. Moi, l'open space, c'est un endroit effectivement fait pour gagner de la place, mais où il y a tellement de bruit, tellement de sollicitations, tout le monde téléphone, tout le monde parle en même temps, tout le monde tape sur l'ordinateur. Et finalement, on est obligé de s'enfermer dans une bulle de manière à se concentrer sur son travail et on n'a plus quasiment aucune espèce de relation. Ou alors de mettre un casque, ce qui n'était pas prévu au départ. Mais c'est un peu ringard maintenant l'open space. On est passé au flex office, au télétravail. Au flex office ? Le flex office, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de bureau, on n'a plus de bureau attitré. D'accord. On a des casiers. Ça c'est plus en plus. Et on range ses affaires. Mais la jeune génération découvre ça comme ça, effectivement. Les gens arrivent le matin avec leur petite valise, avec leur petit ordinateur. Ils cherchent une place. Il y en a quelquefois il n'y en a pas. Et ils se mettent éventuellement, je l'ai vu dans un coin, assis par terre, et ils commencent à travailler. Et ne pas avoir d'espace de reconnaissance, un espace où on peut poser une photo, un bibelot, une photo des enfants, le chien et les enfants. Quelque chose qui représente notre univers. Oui. C'est très déstabilisant. Mais c'est déstabilisant pour des gens qui ont toujours connu ça, donc des générations plus âgées, parce que pour les jeunes, vous sentez que c'est pareil. Alors, chez les jeunes que moi je rencontre, il y a moins d'investissement dans l'entreprise. Dans le travail, oui, mais pas dans l'entreprise. Ils vont avoir un intérêt pour le travail. Souvent, les gens que je rencontre, ils sont plus jeunes, mais ils sont plus diplômés. Ils n'ont pas d'attachement à l'entreprise. La médaille du travail, ce sera jamais pour eux. Et quand ils n'obtiennent pas et le salaire et le poste qu'ils ont brigué, ils s'en vont tranquillement. D'accord. Parce que ça ne leur pose pas de problème de changer d'entreprise, de poste. Je dirais, au contraire, il y a une grande mobilité. Puis il y a aussi une mobilité au niveau du changement de travail, du changement de vie, du changement d'orientation, du changement de pays. C'est vraiment axé sur ce sont des générations plutôt axées sur le mouvement. Beaucoup plus mobile. Thomas Coutreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, statisticien, responsable de l'enquête qui est faite tous les 3 ans par le ministère du Travail sur les conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà le portrait précis de la France qui travaille ? Est-ce que les Français sont heureux au travail ? Alors effectivement, nos enquêtes montrent que la majorité des Français ne sont pas heureux au travail. On estime qu'il y a environ 30%, d'après nos enquêtes, 30% de la population active qui peut se réaliser dans son travail et trouve un sens et un certain épanouissement, et pour lequel c'est un élément de construction de la santé et de la santé mentale. Mais le reste, soit c'est coup-ci, coup-ça, pour à peu près 20%, et pour 50% des gens, le travail est plutôt un élément qui contribue à déstabiliser leur santé mentale. Alors, pour plusieurs raisons, ça peut être à cause de l'ennui, la perte de sens du travail, effectivement, c'est un phénomène qui touche beaucoup, je dirais plutôt les catégories supérieures, les catégories les plus qualifiées. On voit beaucoup d'ingénieurs en informatique. Oui, justement, dans des postes assez techniques. Des postes très techniques, effectivement, qui sont dans des gigantesques entreprises, très bureaucratisées, avec des process. C'est le règne, l'empire du process. Tout est processé.
Et donc, il faut sans arrêt remplir les process. On ne sait plus très bien ce qu'on fait. On remplit des tableaux Excel. On fait du reporting sans arrêt. Et le travail devient extrêmement abstrait, extrêmement, effectivement, technique, désincarné, avec des contrôles permanents sur ce qu'on fait. On est sans arrêt en train de contrôler ce que les autres font. Donc, il y a aussi une obsession du contrôle dans le management contemporain. Donc ça pèse beaucoup. Et beaucoup de ces cadres, de ces ingénieurs considèrent qu'ils ne savent même plus à quoi ils servent. C'est ce que David Graeber, le philosophe américain, appelle les bullshit jobs. C'est des emplois où les gens ne savent même plus à quoi ils servent. Ils sont parfois très bien payés, mais ils considèrent que leur travail est inutile. Et ça, en France, on a pu quantifier. Hein, ça représente à peu près 15 à 20% de la population salariée, ce qui est quand même considérable. Mais il y a quand même toujours eu des gens, j'imagine, qui trouvaient leur travail, enfin, qui voyaient pas très bien à quoi ils servaient, mais qui s'en plaignaient pas. Hein. Il y a une demande autre aujourd'hui. Avec, si vous voulez, la bureaucratisation du travail, avec la montée du contrôle informatisé de l'activité, des process qui prescrivent très strictement ce que doivent faire les gens, y compris les cadres. Ce phénomène s'est beaucoup développé, hein, et le sens a disparu dans beaucoup de métiers. On a une obsession du contrôle. Alors c'est très lié à la financiarisation des grands groupes, hein, qui sont soumis à des obligations de la part des actionnaires, de la part des fonds d'investissement, qui veulent savoir en permanence qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il faut bien comprendre d'où ça vient, cette bureaucratisation, et ces process. Ils sont vraiment imposés d'en haut par la sphère financière. Les raisons sont moins techniques que véritablement de contrôle. Hein. On pourrait très bien organiser les entreprises autrement. D'ailleurs, il y en a qui sont organisées autrement. Vous voyez, Google, par exemple, n'est pas du tout organisé comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'équipes très autonomes qui mènent des projets de façon quasiment autogérée. Hein. Donc, c'est pas tellement la question de la technique. Hein. C'est vraiment la politique du contrôle qui est imposée d'en haut et qui malheureusement fait pas mal de dégâts sur le plan de la santé des personnes. Vous vouliez réagir à ce que venez de dire Oui, votre sur les process. Alors, vous l'expliquez par la financiarisation. Je l'explique, alors plus philosophiquement, existentiellement, par l'idéologie de la peur. On a peur d'à peu près tout. Si vous faites le compte en France, on est angoissé partout. Et le process vient minimiser les risques, sécuriser les relations. Et quand on contrôle, on se dit que... Voilà, exactement. Mais le process n'est pas une mauvaise chose en soi. Aucune organisation ne peut vivre sans procédure. Vous parliez de Google, c'est quand même malgré tout une cage dorée excessivement procédurisée dans la façon de travailler. Mais le problème, là où est le poison, c'est comme un médicament, et vous le savez mieux que moi, tout est dans la dose, pas dans la chose. Et quand le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, c'est là que les salariés souffrent effectivement. Et sur le bien-être, pourquoi on se rend compte, pourquoi les gens se plaignent aujourd'hui d'être malheureux, c'est parce qu'on est aussi dans une idéologie bonheuriste aujourd'hui. Il faut être heureux. Si on est malheureux, on est un loser. C'est une injonction quand même. Hein. C'est une injonction au bonheur, vraiment un bonheur extrême, à tel point qu'il y a de la qualité de vie au travail dans les entreprises, des CHO maintenant, des Chief Happiness Officer. Vous pouvez nous le faire en français ? Alors en français, c'est encore plus ridicule, c'est-à-dire que ça s'appelle un officier en chef du bonheur. Vous imaginez l'absurdité ? C'est chic, sur sa carte de visite. Je ne sais pas si c'est un bullshit job, ça dépend comment c'est fait, mais j'aurais tendance à le penser. Mais en fait, l'idéologie, le raisonnement de l'entreprise, c'est que des gens mieux au bureau seront plus performants. Mais ça, c'est un faux raisonnement. C'est-à-dire qu'on inverse la cause et la conséquence. C'est des gens qui ont la possibilité d'agir, d'être performants, qui seront beaucoup plus heureux au travail. On va continuer à en parler, mais juste on va regarder un extrait du documentaire. On va parler du groupe automobile PSA qui, en France, est à la pointe de la révolution du télétravail. Sur son site en région parisienne, 20% de ses 6000 salariés télétravaillent jusqu'à 3 jours par semaine. Regardez. Ok. Fini le pointage. Serge et ses collègues prennent goût à cette nouvelle autonomie. Ok. Avant le télétravail, c'était la présence qui pouvait matérialiser le fait d'être quelqu'un de productif. Je me souviens, mon premier poste chez PSA, donc il y a 16 ans, 17 ans, si j'arrivais à 9h15, j'avais mon responsable qui regardait la montre qui me dit « c'est à cette heure-ci que tu arrives ». Parce que j'arrivais à 9h15 au lieu d'arriver à 9h, quoi. Ça, maintenant, ça n'existe plus. On est jugé au livrable. Est-ce qu'on a atteint l'objectif qui avait été fixé, et ainsi de suite. Au début, tout le monde est un peu interrogatif par rapport au télétravail, parce qu'on se dit toujours... l'image qu'on a, c'est il va glander, on va pas pouvoir contrôler justement ce qu'il fait. Après, on s'aperçoit qu'il y a des relations de confiance qui s'installent, et puis globalement... c'est hyper positif, et pour celui qui l'utilise, et pour l'entreprise. Maintenant, il faut quand même que l'on continue à venir physiquement, parce qu'on a besoin aussi, et on s'en rend compte en fonction du nombre de jours de télétravail que l'on fait, on a quand même besoin de voir des collègues et d'exister à travers la relation humaine que l'on peut avoir avec eux.
On parle du télétravail dans notre pays. Il faut savoir que même s'il était pratiqué par certaines entreprises depuis 2005, il a fallu attendre 2012 pour que le télétravail soit inscrit dans le Code du travail. L'ordonnance dite Macron en vigueur depuis un peu plus de 2 ans a assoupli son régime juridique dans l'objectif de le développer concrètement. Le télétravail, ça concerne qui et dans quelle proportion dans vos études ? Aujourd'hui, le télétravail concerne à peu près 3% des salariés. Globalement, donc c'est assez peu, ça reste encore très minoritaire. Mais par contre, ça concerne beaucoup plus de gens chez les cadres. Chez les cadres, ça peut monter à 10 ou 15%. C'est sûr, quand on est boulanger, on ne peut pas télétravailler. Voilà, quand on est ouvrier, boulanger, quand on a affaire avec de la matière ou avec un client, quand on est infirmière, évidemment, télétravailler, ça n'a pas de sens. Donc on a entre 10 et 15% des cadres qui pratiquent régulièrement le télétravail, surtout dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille. Bon. Il y a des pays où ils font beaucoup mieux que nous ? Alors mieux, je ne sais pas si c'est... Non, mais mieux en chiffres. En réalité, c'est très difficile à chiffrer. Je pourrais me lancer dans un long développement sur le chiffrage du télétravail, mais les sources au niveau international ne sont pas du tout comparables. Et donc c'est très difficile. On voit des chiffres extrêmement fantaisistes qui circulent dans la littérature et dans la presse, qui proviennent de cabinets en organisation, qui explique aux entreprises, vous êtes très en retard, tout le monde télétravaille aujourd'hui, il faut que vous mettiez en place des solutions, etc. Et donc, ils s'appuient sur des enquêtes qui sont souvent pas du tout fiables pour avancer des chiffres de 30, 40, 50% de télétravailleurs. Ça n'est pas le cas dans aucun pays. Le but au début, j'imagine... Vous vouliez dire quelque chose ? Non, simplement sur le plan pathogénicité, si je puis dire. Le télétravail isole encore un petit peu plus que ce qu'on a dit tout à l'heure sur les open space. Et on voit des gens malheureux, déprimés, de ne plus avoir de contact, tout en pensant au départ que dépayser le problème ne suffit pas. La perte de sens, elle existe. Et moi, je vois des gens qui se plaignent énormément de cette solitude. C'est un retour. Ils ont la liberté de choisir. On ne leur impose pas le télétravail. Ah non, mais ils ne le savent pas au départ. Ils pensent que c'est agréable d'être chez soi, seul. Oui, mais en même temps, se dire pour certains que de ne pas faire 4 heures de transport par jour, ça peut être aussi une bonne solution. Ça dépend aussi des circonstances. Oui, ça dépend des circonstances, mais c'est vrai que c'est à la fois une source de plaisir et une source de contrainte. Parce que pour télétravailler, il faut s'organiser, il faut se donner un cadre, et en particulier quand on a une famille, qu'on est chez soi, c'est parfois difficile de résister aux sollicitations des enfants, des nécessités journalières et quotidiennes. Même si on est un peu paresseux, le télétravail, c'est compliqué aussi. Si on est paresseux, puis si on est dans la procrastination, c'est ça. Eh bien, on se dit, je le ferai tout à l'heure. Et comme le disait François, c'est aussi une source d'isolement. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui avaient choisi le télétravail, au bout d'un moment, ils me disaient, j'ai besoin du groupe, j'ai besoin de retrouver le service. On se fait un déjeuner au moins une fois tous les 15 jours pour se parler. La grande majorité des télétravailleurs le font 1 ou 2 jours par semaine. C'est très... Au maximum, on peut le faire quoi ? 4 jours par semaine ou... Non, parce que pour les entreprises, c'est très difficile à organiser. Quand même, 4 jours, c'est 2-3 jours, quoi. En théorie, ça pourrait être 5 jours par semaine, mais en pratique, c'est rarement plus de 2 jours. Et les entreprises, alors les salariés peuvent y trouver effectivement leur compte en termes d'économie de temps de déplacement. Mais on a observé aussi que beaucoup d'entreprises favorisaient le télétravail pour mettre à distance les problèmes. Par exemple, des conflits entre collègues ou des tensions au sein du collectif de travail. Alors, on va mettre certains en télétravail, ça va calmer un peu le jeu. C'est une solution, plutôt que de s'attaquer aux problèmes de l'organisation du travail, on va mettre à distance, on va pas résoudre les problèmes, mais on va les mettre à distance. De même, certains salariés peuvent accepter le télétravail parce qu'ils s'ennuient tellement à remplir les process, que donc ça peut leur donner une compensation. Mais je pense que c'est quand même une manière, souvent c'est une manière d'éviter de poser le problème de l'organisation du travail lui-même. Je me posais la question, mais je ne sais pas si vous avez une réponse, monsieur. C'est au bout de combien de temps les gens se lassent-ils de ce système de télétravail ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une durée au-delà de laquelle on a envie de rejoindre les autres. Et je vois des gens qui font des retours depuis le télétravail jusqu'à l'entreprise en disant ça va, j'en ai fait 1 an, 2 ans, mais j'en ai assez, j'ai plus de contact, il n'y a plus la machine à café, et puis, voilà, bref, tous ces endroits. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse. Non, en fait, on n'a pas d'études précises là-dessus, parce que jusqu'à présent, il y avait trop peu de monde dans nos enquêtes qui faisaient du télétravail pour qu'on puisse les suivre véritablement. Ça va devenir possible maintenant. Mais moi, je fais du télétravail depuis 2 ans, mais 1 jour par semaine. Et je peux vous dire que je suis parfaitement heureux de ce jour, mais je ne souhaiterais pas en faire plus, parce que c'est vrai que ça coupe du collectif, ça coupe de l'équipe, et voilà.
C'est aussi parce que je vous trouve critique sévère avec le télétravail, parce que les gens sont heureux de télétravailler quand même en majorité. Certaines études montrent que les gens travaillent mieux et plus en télétravail de chez eux qu'au bureau. Et il y a aussi une explication à ça. Pourquoi ça fait du bien? C'est pas simplement un gain de transport. C'est que maintenant, les technopoles, les entreprises, tout est en vert, tout est transparent. Les gens sont dans une visibilité absolue. Et c'est très fatigant d'être en représentation permanente et de faire signe qu'on travaille. Parce que résultat, quand on fait signe qu'on travaille, on travaille pas trop, parce qu'on pense à montrer qu'on travaille. Et les gens, quand ils sont en peignoir, en charentaise, devant leur ordinateur chez eux, sur leur canapé, finalement, ils sont très concentrés, effectivement. Et ils sont pas toujours dans le souci de se montrer travaillant ou travailleur. Il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Et ça, c'est très, très encombrant pour l'esprit aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de confiance, en fait? Parce que c'est quand même la base d'une relation. Mais au contraire, c'est une preuve de confiance énorme de laisser ses salariés travailler 2 jours par semaine. Et c'est ça que les salariés apprécient. C'est que la hiérarchie, la direction leur fait confiance en disant on ne regarde pas. Je parle du vrai télétravail, pas où l'entreprise check quand même par derrière les mouvements de la souris. Non, le vrai télétravail, c'est une reconnaissance, une marque de confiance. Et c'est une des rares possibles dans l'entreprise parce qu'on est dans un univers excessivement contractualisé. Mais il ne faut pas confondre juste, je précise une chose, télétravail et travail à la maison. On télétravaille maintenant d'espaces de coworking. Les jeunes générations travaillent plus dans leur canapé seuls aussi. Il y a beaucoup d'espaces où on a du relationnel. On est entre jeunes, trentenaires, quarantenaires et on travaille dans des espaces de WeWork, etc., de coworking. Donc c'est pas simplement travailler à la maison. Juste, Dr. Orban et ensuite Non, simplement, je voulais rebondir. Les gens que l'on voit partir avec leur ordinateur sous le bras dans de superbes paysages, est-ce qu'ils retrouvent un sens à leur travail, plus particulièrement quand ils sont là? Ils continuent dans les mêmes bullshit jobs. Voilà. Il y a une sorte de rêve de vacances éternelles et le rêve de vacances, c'est la vacance des idées, quand même. Enfin, quelque part, on peut le dire aussi. Au bout de... Je crois. Moi, je crois pas. Parmi les patients que vous suivez, vous avez pu constater des effets bénéfiques du télétravail ou pas? Temporaire. C'est pour ça que je posais ma question. 1 an, 2 ans, peut-être 3, et au-delà, c'est l'ennui. Alors on tombe dans le bore-out. Alors peut-être effectivement qu'avec les jeunes générations qui travaillent dans d'autres façons de travailler le télétravail, mais pas chez eux, peut-être que ça changerait les choses. Oui, c'est possible. Enfin, ça, on est au balbutiement un petit peu. C'est un petit peu ce que vous expliquez. Enfin, j'ai cru comprendre. 10%, c'est quand même pas beaucoup. Ça, c'est assez mon point de vue. C'est plutôt dans des générations relativement jeunes que je vais voir des gens se balader, se déplacer avec leur bureau sous le bras et y trouver du sens. Ça, je sais pas, mais du plaisir. Mais pour ceux de générations plus anciennes qui effectivement vont travailler à la maison, il y a des réactions différentes. La nécessité de se construire un cadre, la nécessité de bien border ses horaires de travail et cette forte envie de procrastiner qui peut émerger à certains moments. Écoutez, moi, je suis la première à le faire. Je reçois des patients, je m'occupe d'une école de coaching et puis j'ai des journées où je suis censée répondre à mes mails et à écrire. Et c'est vrai. Eh bien, je me trouve des tas d'autres occupations à faire, comme nettoyer les carreaux, c'est merveilleux. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure, Julia, d'injonction au bonheur. Oui. Alors, on sait qu'il y a des entreprises maintenant qui mettent des salles de sport, qui mettent des baby-foot, qui organisent des séances de méditation. D'abord, est-ce que c'est le travail de l'entreprise, ça? Alors maintenant, l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. Les transcendances traditionnelles se sont effondrées. Les politiques, on croit plus tellement, on n'attend plus des politiques qui guident nos existences. On n'attend plus de la religion qu'elle guide nos existences. Et l'entreprise est devenue un catalyseur de beaucoup d'attentes, de beaucoup d'aspirations. Et effectivement, du bien-être en particulier. Mais très souvent, elle confond, et les pauvres, j'accuse pas du tout les managers, parce qu'ils n'ont jamais fait autant pour le bien-être des salariés, et il n'y a jamais eu autant de mal-être, mais il n'y a pas de malveillance de la part de l'entreprise ou des managers. Simplement, le bien-être est parfois vraiment réduit à des artifices bonheuristes, quand plus aucune entreprise n'a pas son baby-foot, son billard, des plantes vertes, des smoothies bio, des piscines, des crèches, etc. Simplement, je ne crois pas du tout que la source de bien-être soit là-dedans. On le voit. Ça ne permet pas de se reposer et de se dire, bon voilà, je leur ai donné tout ça, donc je ne vais pas revoir mon management. Exactement. Finalement, j'ai tout apporté. Exactement, et ça culpabilise les collaborateurs en se disant, mais c'est vrai qu'ils ont tout fait pour moi, et en fait, je ne suis pas heureux. Mais je pense que la source du bien-être, c'est vraiment dans la possibilité d'agir, c'est-à-dire
ne pas appliquer pour appliquer, mais agir, être l'acteur, être autonome, être actif dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et ça suppose la possibilité de prendre un risque, de s'affranchir à un moment des fameuses procédures, du sens, il n'y a pas d'action sans sens, et de la confiance. On ne peut pas agir si on n'a pas une certaine dose de confiance. C'est les 3 ingrédients absolument nécessaires pour agir et être mieux au travail. Non, mais je crois véritablement que... Allez, juste, madame, et ensuite... Donner du sens à son travail, ça exige d'abord d'avoir un travail qu'on a envie de faire, un travail qu'on a choisi, un travail qui ne soit pas seulement alimentaire et où on se rend en ayant le sentiment intrinsèque, fort de faire quelque chose de bon pour le social, mais pas seulement, mais aussi pour soi-même. Pour être bien au travail et pas de façon cosmétique avec des baby-foot. Je fais ça, ce métier, philosophe du travail, médecin, moi, psychanalyste, parce que c'est vraiment ça que j'ai choisi. C'est ça. Oui, non, je voulais dire qu'on parle beaucoup du bore-out ou des gens qui s'ennuient au travail ou des bullshit jobs, mais il n'y a pas que ça. Et il y a toute une catégorie de la population. Je pense par exemple aux infirmières, aux auxiliaires à domicile, au personnel qui s'occupe des gens, hein, ou même aux enseignants, qui voient leur travail dégradé par les process aussi. Justement, dans des secteurs de services, on leur impose de plus en plus des scripts, du reporting, du pointage, un minutage de leurs actes. Oui, mais le grand public continue à admirer leur travail. Oui, et eux-mêmes sont fiers de continuer à pouvoir aider, à pouvoir dispenser du soin, aider les personnes. Elles sont fiers de pouvoir continuer à le faire, mais elles le font de plus en plus difficilement. Et là, on leur propose même pas du yoga ou des baby-foot, si vous voulez. Il y a rien du tout, quoi. C'est juste toujours des bas salaires, le SMIC ou à peine plus. On a une société qui est en train de devenir folle de sa bureaucratisation et de sa procéduralisation. Et encore une fois, ce n'est pas des problèmes techniques. Rien n'oblige à faire ça du travail des infirmières ou du travail des enseignants. Aujourd'hui, vous avez, à l'Éducation nationale, des process qui sont mis en place. On dit aux enseignants, vous devez enseigner de telle manière, dans tel ordre, de telle façon. Et ça devient très difficile de faire son métier correctement. Oui. Elle n'est pas seulement folle, elle ne rend pas seulement folle, elle rend malade aussi. C'est ça qui m'impressionne de ma fenêtre, hein, parce que je ne sais pas ce qu'est la définition de la folie, mais je vois des gens qui vont mal. La phrase revient toujours, c'est je vais le cœur serré, je vais prendre le métro. D'ailleurs, je peux plus rentrer dans le métro. Bon, ça c'était un des premiers signes. Ce sont des signes comme ça maintenant qu'on a. C'est pas. Mais alors justement, ces patients, pour vous, c'est des patients qui sont en perte de sens. Avant, le burn-out, on connaissait assez bien. Là, maintenant, cette nouvelle forme de perte de sens. Vous faites quoi? Vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous leur faites arrêter le travail? Bah oui. D'accord. Fréquemment, quand ils acceptent, c'est pas toujours facile, mais au-delà d'un certain ras-le-bol, c'est une nécessité. On peut pas aller au travail en pleurant, par exemple. On peut pas y aller en ayant des sueurs, en étant avec les jambes coupées, qui tremblent. Il faut s'arrêter. Alors, plus ou moins longtemps. Mais l'arrêt doit être constructif, je dirais. C'est là-dessus que j'insiste. C'est qu'il réfléchisse à autre chose. Alors, il y a des solutions, hein, quand il ne faut pas parler que des méfaits. Les solutions, c'est en général, une des solutions, c'est la multiplicité des centres d'intérêt. Moi, je les pousse à faire du sport, je les pousse à essayer de renforcer tout ce qu'on leur a appris quand ils étaient à l'école maternelle, quand ils étaient petits. Un petit peu de peinture, un petit peu de musique, un petit peu... Voilà. Tout ça a été perdu par ces process, peut-être. Enfin, moi, j'en ai jamais autant entendu parler qu'aujourd'hui. Mais je connais le mot. Mais bon, voilà, je ferai attention maintenant à cette pathologie du process, parce qu'il y en a une. Ces nouvelles formes là quand même qu'on a vues dans ce documentaire avec ces jeunes qui font du coworking, qui font de l'entrepreneuriat, même si on sent que malgré tout il y a une certaine précarité quand même de leur travail, c'est quand même une solution. Ah oui, je trouve. Moi, je suis assez confiante sur la façon qu'ont les plus jeunes générations de considérer leur travail. C'est-à-dire que le sens du travail, la valeur du travail change complètement. On ne vit plus pour travailler, on ne travaille plus pour s'actualiser ou se réaliser. On travaille pour s'éclater ailleurs. Oui. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur les extériorités. On va travailler 2 ans et puis faire le tour du monde avec sa copine. Maintenant, c'est ça le sens du travail. Et tout ce qui contribue à libérer
un peu à autonomiser les salariés. Alors il y a beaucoup de gens pour qui ça convient pas et qui préfèrent être dans les normes. C'est aussi, il y a un biais cognitif humain qui aime appliquer pour appliquer et on a le sentiment de bien faire son boulot. Il y a moins de sécurité à long terme et des revenus qui sont plus difficiles aussi. Exactement. Il y a de l'angoisse, effectivement, une liberté, une ouverture des possibles qui crée une sorte d'angoisse. Mais tout ce qui va vers l'authenticité, en fait, les plus jeunes générations, je trouve, ont transformé le sentiment d'appartenance des plus anciennes générations en volonté d'expérience. C'est plus l'appartenance à une boîte qui compte, c'est vivre un maximum d'expérience et se réaliser à travers. Est-ce que c'est lié aussi au fait finalement que la génération d'au-dessus, donc de leurs parents, quand elle pouvait, leur a aussi ouvert les yeux, les a fait voyager, leur a apporté des choses qui font qu'ils se sont dit, nous aussi on peut avoir cette vie-là. Ça leur a quand même ouvert aussi l'esprit. Et puis ça leur a ouvert les yeux sur ce qu'ils n'avaient absolument pas envie de faire, c'est-à-dire la carrière de leurs parents. Parce que voir ses parents. Ils remercient les parents d'avoir fait voyager, mais on ne veut pas faire ce que vous faites. Voilà, exactement. Et ça leur a ouvert les yeux parce qu'ils ont vu très, très vite et à plusieurs reprises leurs parents au chômage, leurs parents en souffrance, leurs parents qui ne retrouvaient pas d'emploi et qui étaient crochés sur le travail comme si cette perte, alors en dehors de l'aspect financier, c'était vraiment une perte d'identité totale. Ils se sont dit que plus jamais. Ils ont en général fait des études un peu plus longues, un peu plus importantes. Donc ils pourraient prendre leur travail en main eux-mêmes. Voilà, ce qui leur ouvre des perspectives un peu plus larges, la possibilité de changer et le refus de s'investir de façon sacrificielle, d'être dans la dévotion au Dieu travail. Oui, je réagissais sur le fait de voir ces jeunes, comme on le voit dans le film, avec leur ordinateur sur une plage déserte, très belle. Voilà. Il y a une sorte, moi ça m'a choqué parce qu'il y a une sorte de mélange des genres et je me dis, à un moment ou à un autre, est-ce qu'on va pas assimiler cet ordinateur avec cette plage, ces montagnes superbes? Il faut prendre un temps pour les regarder, mais pas seulement pour être devant son ordinateur. Alors ça, c'est vraiment moi ce qui m'a choqué. Ah oui. Au contraire, je pense que le mélange des genres est vraiment l'avenir et que les lieux de bureau, d'ailleurs, ne sont plus des lieux de bureau. On n'a plus besoin de bureaux pour travailler. Donc les lieux de bureau se transforment en lieu de vie, en lieu de rencontre, en lieu d'échange, en lieu dynamique, plus du tout en lieu statique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Dans le sens de l'histoire. Je préfère plutôt qu'être à contresens. Non, ça dépend. S'il est pathogène, s'il est dangereux, il faut pouvoir le dénoncer. Très franchement, ça va mieux. Ce qui était pathogène, mais vous pensez que ça, c'est possible dans toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit le type d'entreprise? Non, ça dépend évidemment de la fonction, ça dépend du management, de la volonté des managers, ça dépend de plein de circonstances. Mais quand c'est adaptable, je ne vois pas en quoi... je pense que c'est un réflexe un peu archaïque de vouloir encore considérer qu'il y a le lieu de travail, le lieu de vie. Maintenant, on voit que tout se mélange. Quand vous voyez des jeunes de 25 ans, 30 ans, leur bureau, mais ça n'a plus rien à voir. Et c'est tant mieux, il y a une richesse aussi. Il y a peut-être des choses qu'on perd, mais il y a aussi beaucoup à gagner. Mais du coup, je passe tout de suite la parole. Vous pensez qu'une fois que toutes ces générations existantes actuellement ne travailleront plus et qu'il n'y aura plus que les jeunes générations au travail, il y aura plus de bonheur au travail, à votre avis? Ah non, ça, je prétends pas. Alors là, vraiment, non, je vous demandais, sur le bonheur et le bien-être, je ne suis pas du tout Madame Soleil, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura plus d'autonomie, plus d'authenticité. Et si l'authenticité et l'autonomie sont conditions de bonheur, effectivement, il y aura plus de bonheur. À condition que l'organisation des entreprises évolue, parce que aujourd'hui, si les jeunes sont sur leur écran sur la plage, c'est pour répondre à des mails de leur employeur qui leur dit « Attends, t'as pas fini ton boulot, etc. » Donc c'est le débordement du temps de travail, vous voyez, sur le temps de loisir qui est quand il est contraint, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire souvent il y a des objectifs fixés qui sont extrêmement difficiles à atteindre, il faut donc déborder sur la nuit, sur le temps de vacances, etc. Ça n'est pas du tout ni bon pour la santé, ni pour l'équilibre personnel et familial. Donc ce brouillage des frontières entre le temps de vie et le temps de travail, il peut être positif si vous êtes dans un boulot ou que vous gérez vous-même, ou vous vous épanouissez, mais si vous êtes dans une relation de subordination, ce qui est quand même souvent le cas dans les entreprises. C'est pas la plage qui va changer les choses. Voilà, c'est pas parce que vous êtes à la plage que ça va rendre le surtravail plus agréable. L'organisation idéale du travail, l'organisation du travail de demain dans une société idéale, c'est quoi pour vous? Je crois qu'il y a des temps nécessaires de respiration où on peut oublier qu'on travaille. Laver les carreaux. Oublier son bureau, rêver, méditer, respirer, ça me paraît vraiment indispensable. Oui. Je pense qu'il faudra retrouver une certaine santé intellectuelle et dire,
le travail à son heure, à son temps, il ne doit pas surmener comme on le voit maintenant, parce qu'en fait, avec le télétravail, ce que je vois, c'est des gens qui travaillent tout le temps, jour et nuit, avec leur ordinateur. Je vois même des pathologies de l'ordinateur dans le lit. C'est-à-dire des gens qui tiennent... J'ai eu beaucoup de mal à faire le diagnostic. Personne qui a son ordinateur. Elle m'a expliqué, elle a cherché la cause, elle avait des douleurs rétrosternales, et elle m'a expliqué, mais j'ai compris, l'ordinateur était posé sur mes genoux, dans mon lit, et je travaille des heures comme ça, et finalement, la fin, bon. Là, il faut une finesse diagnostique qui m'échappe. Ah bah, c'est une retombée. C'est la nouvelle définition du couple à 3. D'accord. Peut-être. Le couple et l'ordinateur. Voire à 4, s'il y a 2 ordinateurs. Mon mari, moi, mon ordinateur. Mais l'organisation un peu idéale, c'est quoi? Alors, moi, j'essaie de la décrire dans mon bouquin. Je me suis pas mal inspiré de Frédéric Laloux, qui est un auteur très intéressant, un consultant en organisation, qui a essayé de synthétiser des modèles d'organisation qu'il avait visités, avec des entreprises avec lesquelles il avait discuté. Il appelle ça l'entreprise autogouvernée. C'est une entreprise où il y a des collectifs de travail qui sont très autonomes, qui s'autogouvernent donc et qui concourent ensemble à une mission commune et qui se coordonnent de façon souple, mais avec des procédures. Il y a des procédures, il faut des procédures bien sûr, mais des procédures de délibération et pas de hiérarchie. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des modèles organisationnels émergents qui sont tout à fait à l'opposé de l'entreprise pyramidale, bureaucratique et processée qui fait beaucoup de mal aujourd'hui au travail. Et moi, je me méfie juste des opposés, parce que l'entreprise libérée, ça marche pour un certain nombre de personnes. 500, 5000, 3000, d'accord. Mais ça marche pas à plus grande échelle. Donc non, je pense que la force qui va, c'est quand même le culte du moi et de l'individualité. Et tout ce qui va vers plus d'autonomie pour les salariés, moins de poncifs, moins de choses collectives, de valeurs, d'affichage éthique, etc. Toutes ces chartes-là, moins de réunions qui ne servent à rien, moins de process parfois, simplifier, autonomiser, libérer vraiment les salariés de ces procédures quand le sens l'exige, ça me semble être en tout cas une bonne chose. Merci beaucoup à tous les 4. Alors, beaucoup de livres pour aller plus loin. Donc, j'ai déjà cité Julia de Funès, La vie de bureau ou Comment je suis tombée en absurdie. Également avec Nicolas Bouzou, La comédie inhumaine, c'est à l'Observatoire. Thomas Coutreau, donc Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, c'est aux éditions du Seuil. Dr François Baumann, le Burnout, quand le travail n'a plus aucun sens, c'est aux éditions Josette Lion. Et puis enfin, Luce Janin de Villard et Bruno Herba, Je me reprogramme avec les pensées qui boostent mon bien-être, c'est chez Solar dans la collection Harmonie. Voilà, ça c'est tout un programme. Sachez que ce documentaire, Les aventuriers du travail nomade et le débat sont disponibles en replay, bien sûr, sur le site France TV. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 20h50 pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir à tous.